Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à notre deuxième session d'échange dans le cadre de mon cours qui est stratégie et techniques d'adaptation aux effets des changements climatiques. Nous avons débuté ce cours depuis le lundi, c'est ça? Le lundi, nous avons d'abord introduit le cours. Au travers de cette introduction, nous avons donné les différents types d'adaptation. Nous avons montré pourquoi il était important de s'adapter. On a aussi vu les effets des changements climatiques dans le domaine de la biodiversité, de l'écosystème et également dans divers autres domaines. Et par la suite, on a eu à prendre le procès qui est attaché à ces différents changements climatiques, notamment les définitions de vulnérabilité, de résilience, de fragilité et bien d'autres. Et après cette session-là, nous avons aussi abordé le deuxième chapitre du cours qui traitait des stratégies techniques d'adaptation aux effets des changements climatiques. À cet effet, nous avons pu voir les stratégies qui sont abordées au niveau des ressources en eau et également au niveau de l'érosion côtière, n'est-ce pas? Et je vous avais dit, il y avait une autre étape qui était la stratégie adaptée à l'agriculture. Mais avant de présenter ça, je vous avais donné des thèmes à préparer. Donc, je vais juste maintenant présenter toutes les stratégies liées à l'agriculture avant qu'on passe à notre série d'exposés. D'accord? Voilà. On a vu pour la gestion des eaux côtières, parlant des stratégies et techniques d'adaptation liées à l'agriculture, on en a diverses. La technique des ailes, la technique de pic, les courroux pierreux, on va les voir ensemble. Parlant de ce qui est de la technique du ZAI, elle consiste à la récolte de l'eau sur le terrain pour pouvoir permettre l'augmentation de l'infiltration de l'eau dans le sol, sur le principe d'augmenter la rugosité de surface pour empêcher l'écoulement et augmenter le temps de rétention au travers de pailles et de couverts végétales. Comme vous la voyez, cette illustration, on fait des trous au niveau du sol pour pouvoir empêcher l'écoulement de l'eau de surface, de sorte que ces eaux-là puissent être recueillies dans cette calebasse, dans ces trous-là, pour qu'ils aient au moins un temps de séjour pour pouvoir infiltrer et rendre fertile le sol. Donc, qu'est-ce qui se passe? On fait des trous de 20 à 40 cm et de diamètre de 10 à 15 cm de profondeur en saison sèche. Donc, cette technique est beaucoup plus développée au Burkina et au Niger. D'accord? Vu que c'est des zones sahéliennes, donc la précipitation là-bas est vraiment minime. D'accord? Le ZAI permet de réaliser des performances agricoles assez intéressantes. Donc, c'est une pratique qui en fait ses preuves. On passe d'un rendement quasi nul à des rendements de blé d'environ 1400 kg par hectare en situation de ZAI simple et de 1800 kg par hectare pour le ZAI cordon pierreux. On va voir le ZAI cordon pierreux tout à l'heure. Après la technique du ZAI, on va voir la technique du PIT. Du PIT, c'est un peu la même approche, mais il y a une différence quand même. Les fosses de plantation sont des trous creusés pour capter les eaux de ruissellement et laisser le temps à l'infiltration. Et elles ont généralement fertilisé avec de la matière organique sous forme de débris de végétaux ou de compost. La différence entre la technique des ZAI et la technique de PIT est qu'au niveau de la technique de PIT, après avoir fait ces trous de 15 à 20 mètres de diamètre, on y ajoute de la matière organique. Ça peut être les débris végétaux
ou bien du compost. Quand on parle de compost, ça peut être des déchets d'animaux, vaches, bœufs, tout et tout. D'accord? Or, la technique de Zai, quant à elle, c'est juste qu'on fait le creuset et on recueille l'eau et ça infiltre et ça crée la fertilité. Mais la technique de Pit, c'est une combinaison de deux. C'est la technique de Zai en réalité, plus l'ajout de compost ou bien de débris de végétaux. Après la technique de Pit, on va avoir ensemble la technique de demi-lune. C'est des diguettes de terre en demi-lune. Et elles ont une forme semi-circulaire. Quand on parle de demi, c'est forcément semi-circulaire. Avec les extrémités des diguettes sur le contour. Ils sont construits en ligne décalée avec un ruissellement produisant des bassins versants. Des bassins versants entre les structures et sont recommandés comme méthode rapide et facile d'amélioration des parcours dans les zones semi-arides. Donc, on voit que c'est des croissants lunaires qu'on fait pour pouvoir stocker l'eau ou bien permettre la rétention de l'eau de surface. D'accord? Et on y maintenant plante les différents céréales. C'est plus adapté pour les zones semi-arides. Semi-arides pour pouvoir permettre à la plante de se nourrir du peu de stock d'eau qu'on a reçu pour pouvoir donner de bons rendements. Vu que la majorité de cette culture-là sont des céréales. Donc, les céréales, en réalité, n'ont pas besoin d'une grande quantité d'eau. Donc, c'est des stratégies d'adaptation qu'on fait leur preuve et qui permettent aussi d'avoir de bons rendements, qui permettent à nos cultivateurs de pouvoir continuer leur activité et de pouvoir aussi s'adapter aux effets des changements climatiques. Donc, après la technique des ailes, de pic et de demi-lune, on va passer maintenant à la technique du cordon pierreux. D'accord? En réalité, le cordon pierreux, c'est comme si on faisait un barrage. En fait. C'est comme si on élaborait un barrage pour que l'eau puisse aller dans tout le canaliser l'eau qui est là et pouvoir l'utiliser. Le cordon pierreux sont utilisés pour ralentir et filtrer le ruissellement, augmentant ainsi l'infiltration et capturant les sédiments. L'eau et les sédiments récoltés conduisent directement à une amélioration des performances des cultures. Donc, vous pouvez voir dans les deux lignes qui sont là, c'est des blocs de pierre, de sorte que l'eau qui arrive, elle est en même temps filtrée et permet en même temps de pouvoir s'infiltrer dans le sol. Filtrer, puisque l'eau se déplace avec des transports de sédiments. Donc, ces blocs de pierre-là vont servir en même temps de filtre et l'eau va pouvoir passer tout en bloquant tout ce qui est débris d'ordures, déchets physiques, tout et tout. Et maintenant, l'eau va permettre l'infiltration et faciliter la culture. La plupart du temps également, on les développe, si vous voyez le schéma à vous savoir, sur des versants. D'accord? Sur des versants, de sorte que l'eau qui arrive avec tous ces déchets contenus puisse passer au travers de ce cordon pierreux là, et c'est seulement que l'eau qui pourra passer, tout ce qui est liquide pourra passer, mais ce qui est solide sera maintenu. Donc, c'est là la raison pour laquelle on parle de filtration. Donc, on a vu ensemble les cordons pierreux, on a vu ensemble la technique de pit, on a vu ensemble la technique des ailes, on a vu ensemble quelle autre technique? Le cordon pierreux. Oui, c'est cette partie-là, ah bon? Elle fut dans la présentation que j'ai faite. C'est fait à dessin. C'est pour ça que si vous voyez le cours, on a demandé d'exposer sur le domaine de l'intervention. Voilà. Donc, vous puissiez aller chercher quand on vient en vous donne l'information. On commence. C'est ce que je fais, et puis on va voir ce que vous avez proposé.
Vous savez qu'ils ne veulent pas voir, ils ne font pas ces séances-là. Moi, c'est pourtant, l'année passée, il y a eu, pendant les années, ils n'ont pas pu produire. Chacun allait dans son sens. Ok. Autre stratégie et technique d'adaptation, on a vu les autres. Hein. Il y a aussi, comme stratégie d'adaptation, la diversification des cultures. D'accord? Il y a également la mise au point et vulgarisation de variétés améliorées adaptées au contexte du milieu. On a également l'utilisation des pesticides et également les techniques de collecte et de conservation de l'eau de ruissellement. Mais si vous regardez bien ici, vous voyez au niveau des cordons pierreux, juste la photo supérieure à votre gauche, c'est des grandes surfaces, c'est des grandes surfaces. Donc, c'est des barrages, c'est des tubes de rétention qu'on fait au travers des cordons pierreux. Donc, on peut prendre une grande superficie, on établit un cordon pierreux de sorte que le peu d'eau soit maintenu et va infiltrer le sol. D'accord? Ici, vous voyez, ici, c'est une combinaison de cordon pierreux et aussi de la technique de pit. C'est-à-dire, on fait des cercles, on met des composts là-dedans jusqu'à ce que la plante passe à maturité. La photo du bas et la photo du bas, les plantes, ils ont commencé à faire les semis. On a déjà à jeune maturation. Hein. Vous voyez, les cordons pierreux sont d'une ligne, tandis qu'on a planté entre les cordons pierreux toutes sortes de céréales. Ça doit être du maïs a priori. Au niveau du Burkina, ils aiment plus le millet, tout. Voilà, l'arachide. C'est des cultures céréalières qui sont prédominantes là-bas, du fait de leur climat. D'accord? Donc, ainsi présenter les stratégies et techniques d'adaptation liées à l'agriculture. D'accord? On va aller rapidement sur la dernière partie de mon cours avant de commencer la série d'exposés. D'accord? Mise en place, c'est le dernier chapitre, mise en place des plans d'adaptation au changement climatique. Pourquoi parle-t-on de plan d'adaptation? L'adaptation n'est pas le résultat d'une seule intervention, ça on a déjà dit de la nuit. Il s'agit d'un ensemble complet nécessitant une approche dominante qui incorpore différentes interventions. Les interventions concernent les facteurs de la vulnérabilité, les facteurs liés aux impacts du changement climatique. L'adaptation doit être incluse dans le développement durable avec les implications du changement climatique. Donc, l'adaptation devient obligatoire. Incorporée dans tout programme de développement, processus décisionnel et mise en œuvre. Donc, que ce soit dans la société, dans l'économie, dans l'environnement, on parle toujours de développement quoi? Durable. Il est important aussi de noter que les PANA, les plans nationaux d'adaptation, ont été élaborés il y a plus de 10 ans, mais elles sont dynamiques, comme on le dit. À une époque où de nombreux pays les moins avancés se voyaient soudainement affectés. Du PANA, on est passé au PNA. Le processus de PNA a été conçu pour faciliter les différentes démarches et intégrer pleinement les défis liés au changement climatique, au processus de planification et de prise de décision. Le PNA et son processus peut aboutir à différents résultats en fonction des étapes considérées, parmi lesquelles des plans, des programmes et politiques nationales d'adaptation détaillées au niveau gouvernemental. D'accord?
Jusque-là, c'est bon. Hein? Les programmes d'action nationaux aux fins d'adaptation PANA, à la fin, vont être transformés en PNA, d'accord? Ont été élaborés pour répondre aux besoins urgents, mais ça n'a pas été planifié à long terme. Ils ont été conçus pour servir de canal pour leurs biens, pour les pays en voie de développement, afin de répondre rapidement à des nécessités, d'accord? Et bénéficier des mesures gagnant-gagnant. Le processus de PNA avait été imaginé pour élaborer un plan d'action, un programme d'action national unique aux fins de l'adaptation. C'est quand on parle de programme, c'est plein de financement. Ça a trait au financement et à la mise en place de stratégies d'adaptation en vue d'apporter une aide aux populations normalement. Et en fonction du secteur d'activité, il y a des plans nationaux d'adaptation qui sont dédiés. Elle permet aussi d'élaborer des plans nationaux d'adaptation sur une base permanente. Ces plans seront suivis et revus avant d'être régulièrement mis à jour. Il faut toujours mettre à jour les plans nationaux d'adaptation, vu que l'adaptation, elle est dynamique et non statique. Quels sont les objectifs stratégiques du PNA? Les objectifs sont les suivants. Définir les activités prioritaires à mettre en œuvre pour répondre aux besoins immédiats et aux préoccupations les plus urgentes. En ce qui concerne l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Elle a également pour objectif de contribuer à l'adaptation aux effets liés aux changements climatiques et de renforcer surtout les capacités institutionnelles et humaines, parce que cela manque beaucoup au niveau de nos États, de nos pays en voie de développement, le renforcement des capacités humaines et institutionnelles en vue de toujours faire des mises à jour et d'avoir une adaptation adéquate. Dans tous les pays en voie de développement, les problèmes économiques et financiers sont persistants. Ça, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Et c'est ce qui crée les contraintes et les obstacles susceptibles de la mise en place du programme national d'adaptation. La disponibilité financière constitue en effet le plus souvent un obstacle pour la mise en œuvre de tout projet de quoi? De développement. Ou des programmes bien définis. Ça, ce n'est pas nouveau. M. Kwasi ne nous en dira pas le contraire. Toujours au niveau des contraintes et obstacles pour la mise en œuvre du programme national d'adaptation, l'intégration des dimensions climatiques dans les politiques de développement et dans les processus de planification est une activité à long terme. Par conséquent, l'appropriation par les décideurs de ces stratégies dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de réduction de la pauvreté peut être un facteur de blocage. Mais mieux, chez nous, le problème est un peu ailleurs. Le faible niveau d'instruction de la population rurale pourrait aussi constituer une barrière potentielle pour la mise en œuvre des programmes identifiés, notamment sur l'encadrement technique des mouvements des paysans. Raison pour laquelle, par moment, on les regroupe en coopérative pour pouvoir les former sur des pratiques, sur des plans d'adaptation, sur des stratégies d'adaptation. Mais, vu que la majorité de nos populations sont analphabètes, souvent la mise en œuvre, l'appui technique, elle ne se fait pas durant tout le processus. Elle se fait juste au travers de formations à court terme. Et après, la prise en main est faite par les paysans. Mais vu que par moment, les programmes de formation sont de très courte durée,
Le suivi après pose problème. Donc, ils ont cette difficulté-là de pouvoir prendre la main et de pouvoir continuer les différentes stratégies qui ont été présentées à nos paysans. De fait qu'à un moment, ils sont obligés de retourner. Lorsqu'ils sont face à un problème, ils retournent à leur approche d'origine. Mais le problème n'est pas seulement à leur niveau, c'est au niveau aussi des structures qui sont aussi en charge de cette formation. Normalement, il doit y avoir un suivi périodique, de sorte à ce que s'assurer qu'ils ont vraiment pris la main, ils ont vraiment appris la technique qui peut s'en sortir avant de pouvoir les laisser eux-mêmes développer ces nouvelles pratiques-là. Exemple de méthode d'adaptation. Il y en a plusieurs. On a les programmes d'ensemencement de nuages fonctionnels depuis 1998. On a les réductions de l'effet de la sécheresse et l'amélioration des conditions agricoles. On a les remontées des nappes souterraines, le remplissage des retenues d'eau pour le maraîchage et l'élevage. On a le remplissage des barrages d'eau électrique, la disponibilité en eau potable, AEP. On a la réduction, la rationalisation, comme par la réduction de la consommation de l'eau de 20% d'ici 2020. Cela a été passé, nous sommes en 2022. Donc, cela doit être amélioré ou bien ratifié en vue de faire des amendements pour pouvoir avancer. Au niveau de la santé, on a la mise en route d'études sur les nouveaux vecteurs d'allergie que la hausse de température pourrait engendrer. Également aussi les précipitations, d'accord? En fonction du type de climat dont on a fait la saison, il y a certaines épidémies qui sont liées à, d'accord? Parlant de la forêt, on a le développement des espèces d'arbres adaptés. De nos jours, quand on parle de reboisement, on a des espèces qui résistent au changement climatique, qui sont beaucoup publicitées de nos jours dans les forêts classées, et il faut faire la promotion pour pouvoir atténuer les effets des changements climatiques. On a l'aménagement du territoire, intégrer de nouvelles données contraintes climatiques, barrages, routes, rails, pour les plans littoraux. Surtout ça, parce que l'érosion côtière affectant le cordon littoral, il est important de développer des stratégies d'adaptation. Il est important de développer des infrastructures qui peuvent résister. Parce que si vous observez bien au niveau de nos populations qui vivent sur le littoral, par moment, quand vous observez, vu la brise de mer et le niveau de salinité que contiennent les gouttelettes d'eau, cela affecte tout ce qui est un peu métallique. Cela aussi détériore tout ce qui est comme infrastructure routière, immobilier. Donc, il y a matière à réfléchir dans ce sens-là afin de développer des stratégies d'adaptation. Quels sont les coûts liés à l'adaptation au changement climatique? Ça coûte énormément. C'est très, très cher. Très, très cher. Par moment, nos États ne peuvent pas. Raison pour laquelle on sollicite les fonds verts qui existent et on fait des ratifications pour appartenir à certaines institutions afin de bénéficier de ces financements extérieurs pour pouvoir échanger et solutionner ou apporter des solutions au niveau de l'adaptation au changement climatique. Mettre en place des mesures pour faire face au changement climatique, aussi bien l'adaptation que l'atténuation, présente un coût qui est assez énorme. Ces mesures apportent aussi des bénéfices en permettant de réduire les coûts économiques, environnementaux et sociaux liés aux impacts des changements climatiques. Point supérieur, en bas, tout ça, je vais vous éviter ça. On parle plus d'économie, d'accord? On va aller directement
Il faut aussi distinguer trois éléments dans les poids économiques total des changements climatiques. Le coût de l'atténuation, le coût de l'adaptation et le coût des impacts résiduels. Oui. Bonjour, bienvenue. Il est là? Ok, d'accord. Parlant du coût de l'atténuation, elle vise à réduire l'ampleur des changements climatiques via la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Là, c'est atténuer. C'est tout ce qui est lié à l'émission de gaz à effet de serre. Le coût de l'adaptation vise à réduire les impacts des changements climatiques. Et le coût des impacts résiduels, ça, c'est les taxes qui sont mises sur le transport, lorsque tu voyages un avion, tout, pour le CO2 que tu émets. Voilà. Donc, il y a différentes manières de pouvoir récupérer cet argent-là. Il faut lever mon frère qui dort. Voilà. Tiens bon, il n'y a que 10 heures et tu dors. Pascal. Estimant le coût. Estimant les coûts annuels de l'adaptation au changement climatique, la majorité des organisations internationales engagées sur les problématiques de financement ont mené des évaluations de coûts. Et ici, on a quelques coûts annuels. On a au niveau de la Banque mondiale 9 à 41 milliards de dollars. Les pays en développement, tout dans les pays en développement. Mais regardez en jaune, pour les pays développés aujourd'hui, c'est 15 à 150 milliards. D'accord? Donc, notre financement est fait par rapport aux pays développés. Ça va de soi. Puisque nous, on ne met pas beaucoup. Et puis, nous, on a un développement. Et ils ont développé. On va maintenant ici faire la comparaison des estimations des coûts d'adaptation par secteur. Selon plusieurs études. Mais c'est en milliards de dollars. Donc, je ne vais pas effrayer. Lorsqu'on regarde, on se rend compte que les zones côtières et les infrastructures sont les secteurs les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques en termes économiques. Parce que chaque entité représente environ 30% des coûts d'adaptation. D'accord? Ça va de soi. Les inondations sont voilà, 9 milliards, moins 9 milliards. Scénario, 13 milliards. D'accord? Mais, voilà, au niveau des infrastructures, on a 30 milliards. Zone côtière, 30 milliards. Parce que la mer fait assez de dégâts. Au niveau des infrastructures, les pertes et dédommagement des populations à un coût inestimable. Exemple de programme national d'adaptation au changement climatique. On va juste voir l'expérience canadienne. Parlant de la vulnérabilité, c'est en comprenant sa vulnérabilité au climat qu'une municipalité sera en mesure d'établir ses priorités. L'intégration de l'adaptation au processus, aux politiques et aux mécanismes. Il est plus judicieux pour les municipalités d'intégrer des facteurs climatiques à long terme à une base d'armes d'activité et de services municipaux. On a aussi la gestion du risque. L'adaptation peut être considérée simplement comme une façon de gérer les risques que posent les changements. Comprendre la vulnérabilité, gestion du risque. Ensuite, le scénario de changement climatique. Quels sont les différents scénarios qu'on a pu observer?
Les scénarios de changement climatique sont un outil pouvant aider à faire connaître davantage les risques liés au changement climatique. Et dans certains cas, à planifier en vue d'impact particuliers. Ces scénarios viennent appuyer les prévisions relatives aux changements socio-économiques que bon nombre de collectivités utilisent régulièrement. Ça, c'est dédié aux pays développés. Chez nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Vu que ces pays-là ont connaissance des catastrophes qu'ils subissent, ils élaborent des scénarios en vue d'anticiper, en vue de faire des prévisions et aussi de pouvoir revoir la stratégie d'adaptation afin de protéger les populations, afin d'atténuer et de diminuer les dégâts que pourraient causer ces différents effets des changements climatiques. Recensement des synergies et lutte contre les conflits. L'adaptation, elle n'est pas étroitement liée. Elle est liée même au développement durable. Des politiques, des plans et des investissements s'échelonnent sur plus de 20 ans peuvent ne pas être durables s'ils n'étaient pas contre des changements climatiques. On peut avoir une stratégie d'adaptation, on peut avoir une stratégie de développement durable, mais il faudrait toujours prendre en compte que le changement climatique là, est un facteur naturel, même si c'est dû aux effets anthropiques. Donc, elle est non maîtrisable. Donc, la stratégie qui sera mise en place doit s'améliorer et doit être révisée. D'accord? Et tout cela est bien beau, mais il faut ajouter à cela surtout la sensibilisation. La sensibilisation, les partenariats et le leadership. Un excellent leadership est souvent requis pour passer de la sensibilisation aux mesures. La prévoyance de la détermination et la patience sont nécessaires pour inciter les municipalités. Quand on parle de changement climatique, en tout cas, il faut être patient. Parce que c'est imprévisible. On peut, comme je l'ai dit, les stratégies d'adaptation sont toujours dynamiques. Du fait que on ne peut pas quantifier la catastrophe. On peut avoir a priori des indices, mais le coût des dégâts ou bien l'intensité à laquelle elle va venir, vraiment, on ne peut pas avoir l'information avec certitude. Tu dors, voilà, tu as fait ton exposé tout le suite. Quels sont les outils d'adaptation et des guides? On a des guides pédagogiques qui existent. On a des processus de gestion des risques, on a des études de cas qui sont aussi à prendre en compte. On a aussi des décrets, on a des lois qui se coupent à tout ce qui est changement climatique. Récemment, j'ai participé à un atelier où on est en train de réfléchir pour mettre en place au niveau national un comité. Ce n'est pas le GIEC en tant que tel, mais ça sera un GIEC bis, mais à l'échiquier national, qu'on a dénommé ça GNEC. On va réfléchir tout ce qui est changement climatique, les différents impacts, les stratégies, avoir un comité d'experts dans chaque secteur afin de pouvoir mener des réflexions par anticipation, de sorte que les points focaux nationaux au niveau du GIEC puissent avoir des informations palpables et pouvoir contribuer lors des différentes sessions de rédaction, donner des informations. Parce que on a constaté que la majorité de tous les rapports du GIEC, l'Afrique n'est pas réellement prise en compte. On n'a pas d'informations probantes au niveau de l'Afrique. Donc, à chaque niveau, chaque pays est en train d'essayer de mettre en place un comité local pour pouvoir vraiment développer des produits, des mesures d'adaptation et avoir un programme national d'adaptation pour accompagner aussi nos institutions. Ce groupe-là sera aussi composé d'universitaires, des institutions, des ministères en charge de l'environnement, du changement climatique, des directions et de la société civile également. John, si tu dors, le pain, tu as mangé le matin, si tu dors. Mais il est important
de se former, une formation d'une équipe pluridisciplinaire, c'est ce dont je parlais, la synthèse des documents, l'évaluation participative, la compilation, le classement des critères, le classement des activités et l'établissement des profils. Ça, c'est le cas de la République démocratique du Congo. Mon exposé, je vous ai demandé de toujours pour la Côte d'Ivoire, c'est pas ça? Mon exposé, plan national d'adaptation à l'échiquier national de la Côte d'Ivoire sur le climat. Quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit en Côte d'Ivoire. Regardez bien. Ok, d'accord. On a ici le plan d'adaptation nationale au changement climatique de Madagascar. Donc, c'est la même chose, équipe disciplinaire, pluridisciplinaire, synthèse de documents, évaluation participative, la vulnérabilité et la mesure d'adaptation. On a toujours la formation et la consultation du public, les travaux techniques et le classement des activités par la méthode, par les critères multiples. Maintenant, on arrive au nerf de la guerre. Quelles sont les principales sources de financement au niveau de l'adaptation au changement climatique? Il existe plein. Ici, je ne veux pas trop parler, chacun va aller chercher. D'accord? On a la Banque mondiale, on a le Fonds pour l'environnement mondial, le FED. C'est un très gros fonds. Et chaque pays a un point focal, a un FED national, un fonds vers l'environnement. C'est assez d'argent. Assez d'argent. Assez d'argent. Donc, tout ce qui a trait au changement climatique à l'environnement, au niveau étatique, peut aller, on peut développer des stratégies et soumettre ça au Fonds de l'environnement mondial et recevoir des financements en vue d'apporter des stratégies, en vue de soulager nos populations, en vue de mettre en place des stratégies d'adaptation. On a le futur Fonds vert climat, il y en a plein. On a le fonds d'adaptation sous le protocole de Kyoto. D'accord? Donc, les fonds, là, il y en a. Il y en a tellement qu'à l'échiquier national, on crée des directions même qui fatiguent nos têtes. Au niveau du ministère de l'Environnement, par exemple, on a la direction de la lutte contre le changement climatique. On a le programme national des changements climatiques. On a quelque chose de la qualité du changement climatique. On a l'ANDE qui est là. L'Agence nationale de développement de la touche traitant des changements climatiques. Donc, on a le ministère même qui a son entité aussi. On a le RSC qui a été mis en place aussi qui bénéficie d'un financement de la Banque mondiale. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait de gros montants, de gros sources de financement pour l'adaptation au changement climatique. Quelques sources d'informations disponibles sur le changement climatique. Ça, je n'ai rien à vous apprendre. On a le GIEC, on a les Nations Unies, on a la FAO, d'accord? On a ADAPT, on a Climat Club, on a Climat Centre. Voilà. Il y a plein d'institutions qui traitent des changements climatiques. Récemment, on a mis en place DevNet, et EODT. C'est un groupe d'experts. Georges, si tu dors, c'est un groupe, mais lève-toi s'il te plaît. C'est un groupe d'experts, mais on est plus dédié à tout ce qui est catastrophe naturelle et la mise en place et le développement d'outils. D'accord? D'outils de collecte de données, d'outils d'évaluation, d'outils de cartographie, tout ce qui est application qui a été mise en place dans le domaine des risques naturels, catastrophes naturelles.
En Afrique, on a Afrique Adapt. On a Asian and Pacific Climate Change Adaptation. On a International Center of Integrated et on a Mountain Development. On a aussi tout cela, ces réseaux-là sont financés par le GIZ, la FAO, l'Union européenne, la Banque mondiale, d'accord? L'Union africaine aussi se met dans cette dynamique-là, d'accord? Voilà, donc on a pas mal de pratiques d'adaptation et de plateformes d'échange sur le plan régional. Il en existe plein. Il en existe plein. Sur le plan régional, on a des consortiums, on a des équipes qui tapent au niveau de l'Afrique, il y en a plein. En conclusion, l'adaptation réduit l'impact des perturbations climatiques sur le système naturel et humain. L'atténuation et l'adaptation sont tous deux indispensables et complémentaires. Des mesures d'adaptation très diverses peuvent être mises en œuvre pour parer aux évolutions du climat observées et prévues. Ce qui est très important de retenir. L'adaptation des systèmes humains est un processus qui requiert l'engagement de nombreux acteurs. Ça, c'est le plus important. Qui agissent à différents niveaux dans presque tous les secteurs. Par exemple, pour laquelle vous allez voir au niveau de la plateforme des risques et des réductions des risques et catastrophes, c'est un consortium qui regroupe plusieurs ministères, plusieurs entités. Tout le monde fait partie de ce groupe, de cette plateforme. Le ministère du Transport, le ministère de l'Environnement, tout le monde pour pouvoir mieux être performant. Tandis que les politiques d'atténuation s'attaquent aux causes des changements climatiques, les mesures d'adaptation sont destinées à aider les populations à surmonter les conséquences de ces changements. L'adaptation, en réalité, consiste à adopter des politiques et des pratiques pour préparer les populations aux effets des changements climatiques. Donc, quand on parle d'adaptation, c'est des stratégies politiques, mais c'est des actions concrètes en vue d'apporter des solutions aux populations. Les efforts d'adaptation internationaux doivent s'adresser en priorité aux populations les plus vulnérables du monde. D'accord? Là, il y a une répétition. Je pense bien que je suis à la fin de mon cours. John a dormi pendant tout ce temps parce que ce matin, il avait un pain hors norme avec du jus. Comment il ne va pas dormir à 7 heures? Question? Question? C'est bon? C'est bon? Le cours, il est digeste, c'est ça m'a dit que tout le monde connaît. Monsieur, voici la question. Oui, professeur, en fait, il y avait une préoccupation. C'est lorsque vous avez parlé des coûts résiduels au niveau des différents mécanismes. Il y avait au niveau de l'atténuation, l'adaptation, au niveau des différents coûts. Maintenant, vous avez parlé de coûts résiduels qui se répercutaient sur les taxes. Oui. Voilà, au fait, je n'avais pas bien saisi. C'est quoi? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un mécanisme qui permet à ce que ces coûts-là participent directement aux différents éléments tels que l'atténuation et l'adaptation? Comment c'est financé à partir de ces coûts-là? Au niveau de la Côte d'Ivoire, cela n'a pas encore été mis en place. Les coûts résiduels ne sont pas encore mis. En majorité, dans les pays africains, l'Afrique de l'Ouest, cet aspect n'est pas encore vraiment mis en place. Sinon, normalement, c'est toutes les taxes qui s'alignent sur l'émission des CO2. Normalement, il doit y avoir une taxe au niveau des véhicules.
au niveau des véhicules, au niveau des industriels qui doivent pouvoir payer une taxe résiduelle liée à leur activité. C'est des taxes forfaitaires que l'État devrait recueillir pour pouvoir aussi utiliser ça comme fonds vert pour des stratégies d'adaptation au changement climatique. Mais de manière pratique, au niveau de la Côte d'Ivoire, cela n'est pas encore mis en place, à ma connaissance. Parce que récemment, on en a parlé pendant la réunion du Genève, ce n'est pas encore disponible. Vu que même, il n'y a pas de réglementation, de décret pour soutenir cette activité-là, donc pour le moment, c'est dans l'information, il n'y en a pas. Le seul que je sais, peut-être au niveau de l'aéroport, les compagnies aériennes payent ces taxes-là, mais est-ce que c'est reversé à l'État ou bien c'est reversé dans un fonds qui est mis à disposition? Là, voilà, là, je n'ai pas encore une idée nette là-dessus. C'est bon? D'accord, professeur. Oui, c'est bon, professeur. OK. Question? Voilà. Okay. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là et puis on va passer à la deuxième phase qui nous intéresse. On fait une pause de 15 minutes. Donc, vous venez prendre ce qu'il y a mis dans mon coup là, mettre dans mon présentation. Donc, on prend une pause de 15 à 20 minutes. Et puis, quand on revient, on enchaîne avec les exposés pour pouvoir terminer le cours sur les stratégies et techniques d'adaptation au changement climatique. C'est bon? Tu parles quoi ici? Il y a des parties, les techniques ne sont pas dans le document.